une production Binge Audio. Avec l'imminence des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est l'effervescence dans les centres d'entraînement. Les athlètes et les coachs sont à pied d'œuvre pour être prêts le jour J. Mais ils ne sont pas les seuls. À leur côté, on trouve de plus en plus de chercheurs, d'analystes, de data scientists. Car désormais, la préparation, elle ne peut pas se faire sans ses apports techniques et technologiques. Et si rien ne remplacera a priori l'œil de l'entraîneur et le savoir-faire du sportif, des données bien sélectionnées et quelques analyses vidéo bien pensées peuvent faire une sacrée différence et vous ramener même une médaille. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode où on se balade comme toujours avec ma camarade Paulina Velasco entre Paris 2024 et Los Angeles 2028 et entre la France et les États-Unis. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Get Ready, épisode 2. Préparer les équipements. Vous avez un nouveau message de Paulina Velasco. Je suis en route pour mon entretien avec Brian Melikian, c'est le président du Olympic Training Center à Chula Vista. Ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle plus comme ça, mais ça c'est Chula Vista Elite Athletic Training Center, je pense. Et je voulais enregistrer un petit peu mes impressions de l'endroit où je suis. Je suis vraiment dans les montagnes qui sont presque à la frontière avec le Mexique. Chula Vista, c'est le sud de San Diego. Je suis dans une toute petite route. Il faut que je fasse attention à la route. One lane, toute petite. Really middle of nowhere. Donc c'est ça qui est super intéressant parce que je vais voir cet énorme centre au milieu des champs, quoi. Des grands champs, des grandes montagnes. Il y a presque pas de maison. Il y a presque rien. How's it going? My name should be on the list. Paulina Velasco. My name is Brian Melikian. Je m'appelle Brian McKeon et je suis le président et directeur des opérations du centre d'entraînement de Chula Vista. Nous avons travaillé avec une partie des meilleurs athlètes du monde pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les athlètes qui sont passés par cette installation ont remporté en cumulé 92 médailles. Si vous considérez cette installation comme un pays à part entière, ce serait le 6e pays le plus performant au tableau des médailles. Mais ces athlètes ne viendraient pas si on avait des équipements de moins bonne qualité ou des installations en déclin. Donc pour répondre à votre question, oui bien sûr, il y a des équipements et des installations nécessaires. Je peux aussi vous dire que ces athlètes pourraient choisir d'aller s'entraîner ailleurs. Mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent trouver la même expérience ailleurs. Même si bien sûr, nous ne sommes certainement pas les seuls à avoir des stades, un lac, un terrain de hockey sur gazon ou une salle de sport. Mais je pense que notre atout, c'est qu'on arrive constamment à se mettre à jour, en investissant non seulement dans la rénovation et la modernisation de notre infrastructure, mais aussi en anticipant la suite. Et la suite, c'est vraiment la technologie. This is going to be where the sevens, men's and women, rugby, train, and that, what would you call it, almost like a sports tent is where they work out. That's their gym. So that's their own private gym. And then these are meeting rooms, sports therapy rooms, and behind you have the staff, almost like prefabs. And if you were to walk around the back, they do have saunas, ice baths. They've got the whole setup. Every venue has Chaque lieu a son savant fou. mad scientist. Our lake. Il y a environ 3 personnes dans le monde qui sont reconnues comme des experts incontestés de l'installation des parcours de course aquatique en lac. Et nous travaillons avec l'un d'entre eux. Pour ce qui est du gazon, nous avons une équipe d'experts qui travaille constamment sur nos terrains. Et c'est la même chose pour tout le reste. Que ce soit le BMX, le hockey sur gazon, le tir à l'arc, ce sont tous des sports qui ont une dimension scientifique. If it's archery, that certainly is a scientific sport. And then I hope you get the opportunity to go see our gym and you'll see that
Et j'espère que vous aurez l'occasion de visiter notre salle de sport. Vous verrez que rien n'est là par hasard. Tout a une utilité. Certes, il y a beaucoup de choses, et ça ressemble un peu à un musée de cire, mais chaque chose a une utilité. On passe effectivement beaucoup de temps à remplacer du matériel, mais il nous manque encore quelques infrastructures. Nous n'avons pas l'espace sportif intérieur dont on a besoin car il nous faudrait un grand gymnase et un complexe aquatique. Lorsque cette installation a été envisagée au début des années 90, il était prévu qu'il y ait un complexe aquatique avec 2 ou 3 piscines et un grand gymnase. All of that was intended, an aquatic complex with 2 or 3 pools, a large gymnasium, and then, for whatever reason, decisions were made and they don't exist. Mais finalement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Mais je pense que lorsqu'on aura une piscine, on pourra ouvrir le centre à d'autres sports. Et en tout cas, ce sera un bel ajout pour les sports déjà existants. It will also be a nice add-on for the existing sports that come here because of course you have a pool. Parce qu'évidemment, on a accès à des piscines alentours avec qui on entretient de très bonnes relations, mais ce serait quand même beaucoup plus simple que les sportifs puissent aller nager sans avoir besoin de prendre un minibus. Go swim and not have to get into a van first. I think, like, not to quote Wayne. C'est Wayne Gretzky, le joueur de hockey légendaire, qui disait que s'il était si bon, c'est parce qu'il ne patinait pas vers l'endroit où se trouvait le palais, mais vers l'endroit où il allait se trouver. Nous, c'est pareil. On aurait pu acheter plus d'haltères, mais on a décidé de se projeter vers 2032 et de viser cet objectif. Vous avez un nouveau message de Thomas Rozek. Salut Paulina, alors moi je suis allé à l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. C'est à Paris, c'est dans le bois de Vincennes et c'est un gigantesque, je crois qu'on peut le dire, espace d'entraînement, mais c'est aussi un espace de recherche. Moi je suis allé rencontrer là-bas plein de gens qui bossent aux côtés des coachs et des athlètes français. Et parmi eux notamment, il y avait Alexandre Guyon-Desdiguières. Lui, il est responsable adjoint du pôle performance. Et j'avais, moi, plein de questions à lui poser sur les innovations qui sont en cours d'expérimentation à l'INSEP. Nous, généralement, on essaie de raccrocher ça à des besoins terrain. Donc, à partir du moment où on se rend compte que les entraîneurs d'athlétisme nous disent qu'ils aimeraient monitorer de manière plus précise et rapide et efficace les données qui remontent de l'entraînement, on est toujours à l'affût un peu de solutions qu'on pourrait leur proposer. Donc, on a fait ça, par exemple, avec la vidéo. On a installé des systèmes de vidéo, on a formé les entraîneurs à s'en servir. En échangeant avec des opérateurs lors de la réfection de la piste, est venue sur la table la possibilité en fait d'installer une fibre sous la piste avec cette option proposée qui était de recueillir de manière automatisée des données d'entraînement. Dans l'idée, idéalement, on espère être capable, par exemple, d'identifier la signature d'un athlète sur sa foulée. Alors ça, c'est très complexe, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer le signal et il faut le retraiter derrière, l'identifier. Donc on fera tourner du machine learning à partir des données recueillies et on pourrait imaginer, si ça fonctionne, qu'on soit en mesure de dire, sur telle foulée de tel athlète, on détecte, je sais pas moi, une asymétrie ou ce genre de choses, avec tout ce qui en découlerait pour la préparation derrière et potentiellement des risques de blessures. Donc ça, c'est très hypothétique, on n'y est pas du tout. Mais l'idée un peu exploratoire qu'il y a derrière ça, c'est vraiment de se dire que c'est une technologie qui est utilisée autre part pour faire plein de choses. Aujourd'hui, on ne s'est pas trop penché sur les apports que ça pouvait avoir, nous, dans le sport, et on aimerait bien creuser. Je pense que les jeux ont été un accélérateur, en tout cas, des sommes qui ont été mises dans la recherche, parce qu'on n'avait pas ces sommes-là auparavant, et qu'il y a quand même eu une prise de conscience générale sur le fait que la recherche apportait. Ce qu'ont fait je crois que c'est les Anglais pour Londres, c'est qu'ils s'étaient quand même intéressés à l'impact de la recherche sur les performances, et ce qui ressortait de leurs études, c'est que les nations qui étaient sur le top 3 ou top 5, je crois, étaient celles qui publiaient le plus en termes de recherche scientifique dans le sport. Donc on voit bien, même si c'est du temps long, que bon an, mal an, il y a quand même des impacts. La performance est multifactorielle, on s'intéresse aux sciences de la vie et aux sciences humaines. Donc on peut s'intéresser au parcours des athlètes de haut niveau, à leurs conditions de préparation. Gaël Guillem, chercheur, responsable du labo sport, expertise et performance à l'INSEP.
avec des travaux qui sont plutôt issus de la sociologie, aux aspects comportementaux, donc c'est plutôt des travaux issus de la psychologie. Et puis dans les sciences de la vie, on va s'intéresser aux aspects de perception, donc à travers plutôt des approches issues des neurosciences, l'analyse également du mouvement, la production de mouvement, donc plutôt le champ de la biomécanique, et puis tout ce qui va être réponse à l'activité, là on va être plutôt dans le domaine physiologique. Donc concrètement, sur ce plateau, on va plutôt être s'intéresser aux sciences de la vie. Et donc là, on va évaluer les capacités musculaires, les capacités cardio-respiratoires des athlètes, comment ces capacités évoluent avec l'entraînement, comment elles répondent à des conditions particulières de fatigue, de stress environnemental, de chaleur, d'hypoxie. Et donc, mieux comprendre les propriétés, les compétences, les aptitudes, les capacités des athlètes et leurs réponses individuelles à ces conditions, c'est quasiment aujourd'hui un passage indispensable si on veut mieux préparer ces athlètes à être performants le jour J. Alors ici, donc, on a toute une partie qui est plutôt tournée vers la biomécanique. On va essayer de comprendre comment fonctionne le muscle à l'exercice. On a des machines qu'on utilise notamment pour faire de l'évaluation des capacités musculaires sur tout un tas d'articulations, mais qu'on utilise aussi à l'entraînement et pour faire de la prévention également, en lien avec le pôle médical. Et on a, je vais quand même en parler, des outils d'imagerie qui nous permettent, notamment dans le cadre de Fulgur, d'accéder au comportement du muscle pendant des mouvements très rapides. La vitesse maximale à laquelle se raccourcit le muscle, c'est un paramètre essentiel de la performance. Et on accède aussi à la raideur des tissus, qui est un facteur auquel on n'accédait pas il y a encore une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Et c'est super important parce que cette raideur, ça va être la capacité du muscle à se déformer, à résister à des contraintes et donc à se blesser ou à pas se blesser. Et donc ces informations, on les collecte directement auprès des sportifs. Donc ça, on va plutôt s'intéresser ici aux aspects physio. Donc on va réaliser des tests d'effort qui nous permettent notamment d'accéder à la consommation maximale d'oxygène chez des athlètes. Mais on va aussi effectivement parfois les mettre dans des situations particulières de fatigue, à la fois pour voir comment ces réponses évoluent en situation de fatigue, mais aussi peut-être s'intéresser à d'autres aspects. Par exemple, comment un athlète prend une décision lorsqu'il est fatigué, c'est-à-dire on crée une fatigue physique et on regarde qu'est-ce que ça va induire comme dégradation de la capacité à prendre de l'information ou à décider. Donc ça, c'est des travaux où on va mêler physiologie et puis psychologie. Et on peut aussi les placer dans des situations un peu environnementales particulières, notamment des conditions de température environnementale élevée, à la fois pour comprendre comment l'athlète répond, parce qu'en fait, en fonction des disciplines, en fonction des propriétés de l'athlète, ces réponses peuvent être très variables. Même quand vous prenez deux athlètes très entraînés dans une même discipline, ils peuvent réagir de manière très différente à ces stress environnementaux. Donc on a besoin de comprendre comment ils réagissent pour mieux les préparer, sur le plan nutritionnel, prépa mental, mais aussi peut-être avec des programmes d'habituation, d'acclimatation qui leur permettent de mieux supporter une compétition qui se réalise en environnement chaud. C'était le cas à Tokyo, c'était le cas à Rio, et ce sera potentiellement le cas à Paris avec une problématique supplémentaire qui est la pollution. Et donc on a besoin de ces réponses et on a besoin aussi de voir pendant une session isolée, mais aussi peut-être après un programme d'entraînement, comment est-ce qu'ils s'adaptent. La science, elle fait partie maintenant du quotidien des athlètes de haut niveau, qui en deviennent même des spécialistes à leur échelle. C'est le cas d'Arnaud Assoumani. Arnaud Assoumani, c'est un des athlètes paralympiques français les plus titrés. Spécialiste du saut en longueur et du triple saut, 2 fois champion du monde, 5 fois médaillé olympique, une médaille d'or et un record du monde à Pékin, bref, un palmarès impressionnant qu'il compte compléter à Paris. Et pour ça justement, la science et les outils technologiques sont omniprésents dans sa préparation. J'utilise des outils quotidiennement qui me permettent de voir l'expression de mon système nerveux, le système énergétique et le HRV, donc c'est plutôt au niveau cardiaque. Ça passe par quoi? Par des capteurs? Là, c'est des capteurs, en fait. C'est les mêmes capteurs qui sont utilisés pour les ECG et les EEG. Et donc, j'ai différents capteurs, capteurs cardiaques et capteurs que je mets sur la tête, dans la main, et je ressemble à un cobaye de laboratoire tous les matins pendant 4 minutes. Mais c'est des outils qui sont hyper accessibles. Alors après, moi, c'est moi qui les lis. Enfin, ça, je le lis. Et ça, il faut faire attention parce que ça permet de voir si on est dans le rouge, si on peut continuer à bosser. C'est vraiment plutôt un retour physiologique. Et pour moi, il faut le coupler avec ses sensations, il faut le coupler, faut prendre de la distance et voir surtout les tendances. Pas forcément zoomer dessus, mais quand on est sur des périodes spécifiques où, par exemple, il faut sprinter et vraiment envoyer à fond et que là, c'est dans le rouge et je vois que je suis dans le rouge, là, je sais que ça m'est arrivé, je change la séance ou en tout cas, je la décale d'un jour. Autant parfois, nos ressentis sont de très bons capteurs, autant parfois pas du tout. Et il y a un décalage entre
les signaux physiologiques qu'envoie le corps et notre sensation et à quel moment on commence à ressentir vraiment la fatigue de ce qu'on a fait. Donc on continue à faire des recherches sur la prothèse et donc il y a une équipe sur la prothèse, donc c'est des ingénieurs, des biomécaniciens, et avec le docteur Eric Pantera du CHU du Grau-du-Roi, plus mon orthoprothésiste joué orthopédie, on continue à faire des recherches sur la prothèse tout en corrélant avec des tests de vitesse, de temps de contact au sol, spécifique à l'athlétisme, au sprint et au saut, pour voir un petit peu si justement les changements d'équilibre par le poids de la prothèse et par aussi, on change donc l'équilibre de la prothèse elle-même, donc du centre de gravité. Donc là, on a reproduit, par exemple, il y a une prothèse, c'est la première fois qu'on fait ça, on reproduit le centre de gravité de mon bras droit au niveau de la prothèse. C'est pas la même masse, mais c'est le même centre de gravité. On va voir ce que ça donne. Et puis autrement, j'ai plutôt le poids dans la main en fait pour avoir un centre de gravité le plus à l'extérieur possible, pour avoir un effet d'accélération et à créer une inertie et pouvoir garder une inertie plus facilement. Parce que sinon en fait, quand je mets pas de poids avec ma prothèse, je suis obligé de mettre de la force vers l'arrière et vers l'avant. Et en fait, ce qu'on a observé, en fait, les compensations sont bien plus importantes par le manque de poids. Donc en fait, je compense en permanence depuis tout petit, déjà en marchant, en courant et tout ça. Mais je pensais pas que c'était aussi important. Donc, je comprends beaucoup mieux pourquoi je me suis blessé tant que ça, en fait, dans ma carrière. Parce que, sans avoir ces informations-là, même si on sait que ça joue, en fait, on le minimisait pas mal, quoi. Pendant très longtemps, les sciences et le monde du sport ne se sont pas causés, quasiment. Christophe Clanet, physicien, professeur à l'école polytechnique. Enfin, il y a toujours eu des sciences, disons, qui étaient au contact du sport, c'est-à-dire les sciences de la nutrition, les sciences médicales, les sciences, disons, de la physiologie. Mais les sciences dures, que ce soit mathématiques, physique, mécanique, elles se sont impliquées assez récemment, en fait. Ou alors, c'était des individus qui, par passion personnelle, s'impliquaient, mais il n'y avait pas, disons, d'organisation des sciences dures pour se mettre au service des équipes de France. Donc ça, c'est ce que l'on a essayé de faire avec Sciences 2024, justement. Mais c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent pour la France. Ce qui est génial avec le sport, c'est que ça englobe des défis qui le dépassent largement. Christina Chase, ancienne cycliste de haut niveau, spécialiste en innovation et technologie du sport, co-directrice du Sports Lab au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. So today's quantified athlete is the future of the quantified self. Par exemple, l'athlète augmenté d'aujourd'hui, c'est l'humain augmenté de demain. Les équipements intelligents qu'on a dans les stades vont potentiellement influencer le design de nos villes, la façon dont on gère les flux de circulation, les gens, etc. Looking and understanding fan engagement and online behavior helps give us. L'analyse du comportement des fans en ligne nous aide à mieux comprendre comment d'autres communautés numériques fonctionnent et interagissent entre elles. Mais le plus amusant, quand on travaille sur le sport de haut niveau, c'est la rapidité des retours à fournir et la précision des objectifs. Personne dans le sport n'arrive en disant « Aujourd'hui, j'ai décidé de perdre ». Tout le monde est focalisé sur le même objectif, gagner, être le meilleur. Et ça veut dire que le cap donné à tout le monde est très clair. Donc l'analyse vidéo est un gros pourvoyeur de résultats, c'est-à-dire en tout cas de résultats qui sont sujets à l'analyse. Christophe Clanet. Il y a tous les capteurs, je vous ai parlé des capteurs de force qui avaient été installés sur les manivelles des pistards, à la fois les endurants et les sprinteurs, mais les capteurs en tout genre, c'est-à-dire les capteurs d'effort, sont utilisés pour répondre encore une fois aux questions des entraîneurs. Je me souviens de l'instrumentation d'une queue de détente pour les tireurs qui se font du pistolet laser au pentathlon moderne. Bon, ils avaient besoin de mesurer, disons, les efforts sur les queues de détente. Ça, c'est des capteurs qui ont été développés aussi par Feeling. Enfin, dès qu'il y a une demande de mesurer des puissances fournies ou des précisions sur des efforts exercés par les athlètes, les capteurs de force vont être mis à contribution. Enfin, les capteurs en tout genre sont utilisés pour récolter de la donnée et pour essayer de quantifier
un peu ce que vous appelez le geste sportif. Mais une fois que cette donnée est acquise, il faut la traiter de façon à mesurer les grandeurs qui sont pertinentes pour le sportif. Si vous travaillez avec des athlètes, vous verrez que la plupart d'entre eux sont très attachés aux data. Peko Osoy, ingénieure mécanique, biophysicienne et mathématicienne, co-directrice du Sports Lab au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Tous veulent savoir, je suis allé à quelle vitesse, je me suis entraîné combien de temps, j'ai soulevé combien de poids. Eh bien, vous pouvez multiplier ça par 10 avec les étudiants du MIT, parce qu'ils veulent collecter des données sur tout. Ils sont vraiment très enthousiastes. Vous devez vous y connaître en matière de data, car si vous pensez à la vente de billets, la santé de vos athlètes, les programmes d'entraînement, l'engagement des fans, la construction des stades, tous ces aspects contiennent tellement de données. Et vous devez comprendre ça pour être compétitif. Aujourd'hui, au quotidien, effectivement, on peut avoir Arnaud Assoumani. Que ce soit sur l'entraînement, mais que ce soit sur le suivi, mais c'est comme avec les montres, sur le suivi d'activité, le rythme cardiaque, le sommeil, etc. Donc, qu'ils traquent plus ou moins bien, suivant ce qu'on a comme outil, on peut suivre en fait tout ça. Donc après, c'est surtout la question, c'est qu'est-ce qui est important, par exemple, c'est de dézoomer, c'est dans son sport, qu'est-ce qui est important dans son sport? Qu'est-ce qui est important de regarder? Et donc choisir les bons critères, en fait. Parce que, effectivement, vu qu'on peut tout mesurer, tout n'est pas pertinent. Et c'est un travail d'analyser, et ça, c'est plutôt le travail aujourd'hui, data analyst. Peut-être que demain, au final, avec les intelligences artificielles, c'est déjà le cas, il y a plein de choses qui sont résumées plus facilement, et donc l'entraîneur peut avoir le retour plus rapidement, et du coup l'appliquer. Parce que le but, c'est d'être sur du concret, quoi. Oui. Si c'est des chiffres pour des chiffres, ça sert à rien, au final. C'est vraiment de mesurer quelque chose et de savoir où on en est. Donc, on peut identifier plus facilement les facteurs limitants, déjà sur les tests. Oui, les datas, c'est une vraie révolution. Elles sont rentrées dans tous les sports. Et dans le tennis, un peu tard par rapport à d'autres sports. Patrick Mouratoglou. C'est les datas qui permettent aujourd'hui d'être extrêmement précis dans l'observation des adversaires et dans les stratégies de jeu face aux adversaires. Et puis, dans le fait de traquer les progrès dans des secteurs bien précis. Lorsque on considère qu'il y a un secteur de jeu dans lequel il y a des progrès qu'il faut faire, on est capable de les traquer, ces progrès, et de les objectiver avec des statistiques. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses. Les statistiques permettent de voir ce que l'œil ne peut pas voir, parce que l'œil a ses limites, permettent aussi de vérifier que ce qu'on a observé est bien juste, que l'observation n'a pas été modifiée par l'émotion qui est un filtre qui est dangereux parfois. Si jamais vous rajoutez du matériel comme un vélo, comme un bateau, c'est-à-dire comme un aviron... Christophe Clanet, physicien, professeur à l'École Polytechnique. Il y aura une partie du problème qui portera sur la question de caractériser la qualité du matériel que vous allez donner à vos équipes de France. C'est-à-dire ce que veut l'athlète français, comme tous les athlètes, c'est être sûr qu'au moment où il commence sa course, il n'est pas pénalisé par son matériel. Et si jamais il peut avoir le meilleur matériel possible, mais c'est tant mieux. Et donc, le premier travail qui a été fait quand on est arrivé dans le cyclisme, c'est de travailler sur le matériel. C'est-à-dire vérifier que les roues étaient les bonnes, que les pneus étaient les bons, que la forme du vélo était la bonne, etc., etc. Que le textile était le bon, et de corriger quand ça ne l'était pas. C'est-à-dire la question du matériel pour les sports de course ou les sports à record en général, elle est essentielle. Christina Chase, co-directrice du Sports Lab au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Ce qu'on va prendre en compte, c'est le fait que les outils qu'on développe soient capables de nous donner des résultats dans une temporalité qui soit utile. On va également se demander si ces données sont compréhensibles et utilisables par le coach, ou si on va juste lui faire perdre du temps avec son athlète. Les coachs voient des choses qu'un ordinateur ne verra pas. Donc l'important, c'est de bien penser la technologie comme un outil, et non pas comme une solution clé en main. Si cet outil est capable de vous aider à trouver des solutions dans un temps raisonnable, c'est parfait. That it is also able to give you that information in the right time frame, wonderful. But I think we're seeing a lot more
Mais il faut aussi se demander si les données obtenues sont fiables, et surtout si les équipes des sportifs, qui sont souvent réduites, seront capables de les extraire, de les analyser, et même de faire fonctionner ces outils sur la durée. On peut pas arrêter les datas. Patrick Mouratoglou. Les joueurs sont demandeurs, donc les datas sont vraiment rentrées dans le monde du tennis professionnel. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé ça. Et avant même qu'ils nous soient fournis, je les faisais de façon manuelle. Donc, je prenais des notes à tous les matchs. Quand je dis que je prenais des notes, oui, mais en plus, j'avais fait des tableaux, je faisais des croix et des traits dans mes tableaux pour pouvoir avoir des données objectives. Donc, je pense que c'est vraiment un énorme progrès. Aujourd'hui, grâce aux outils vidéo, on a des datas qui sont produites de façon automatique. Donc, on a des centaines de milliers de datas à chaque match. Et la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces datas? Qu'est-ce qu'on recherche? Cette ouverture à la data fait que vous êtes en mesure de collecter énormément de données. Alexandre Guillon-Dédiguer, responsable adjoint du pôle performance à l'INSEP. Il y a à boire et à manger, il y a l'effet de mode dont vous avez parlé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des entraîneurs qui arrivent en disant « je veux utiliser ça ». Et c'est l'effet waouh, mais en fait, quel est l'objectif recherché derrière? Ça vaut le coup de le questionner. Et donc, ce qu'on essaie à chaque fois de faire, nous, quand même, c'est de reprendre en amont la question de qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que si l'idée, c'est améliorer la récupération de l'athlète et que vous venez avec un capteur GPS, on est complètement sur des choses qui n'ont rien à voir. Donc, ce qu'on a tenté d'expliquer, c'est que ces bases de données, en fait, la plus-value et l'intelligence n'est pas dedans. Elle reste dans l'expertise de l'entraîneur. En revanche, c'est des vraies mémoires ambulantes. Et donc, ces historiques-là, ils commencent à devenir intéressants, surtout quand on va essayer de traquer la blessure. Aujourd'hui, les études nous montrent que les athlètes qui performent le mieux au jeu sont les athlètes qui se sont blessés le moins. Et donc, il y a tout un enjeu autour de la collecte de données autour de la blessure. Et plus vous allez être en capacité d'identifier les données autour de l'athlète au moment où il se blesse, meilleur vous allez être dans le futur, lorsque les mêmes données vont réapparaître pour alerter l'athlète ou l'entraîneur du fait que les conditions commencent à réapparaître. Le problème, c'est que la performance est multifactorielle, le risque de blessure est multifactoriel, et donc si vous voulez vraiment traquer la blessure, il faut traquer la donnée à 360 degrés, et donc là, ça devient quand même beaucoup plus complexe. Avant qu'on ait accès à l'ensemble de ces données, je pense qu'on va avoir beaucoup de temps, pas mal de temps à jouer, ça se trouve on n'y arrivera jamais. D'ailleurs, il y a des acteurs très crédibles qui disent que c'est un fantasme de penser qu'on pourra travailler sur la blessure là-dessus. Nous, ce qu'on dit juste, c'est que on apporte un autre éclairage à l'entraîneur. Et donc, parmi tous les outils qu'il a, c'est un outil supplémentaire pour lui. Il y a des choses, par exemple, très pratiques. Un athlète qui vous dit « je ne suis pas prêt pour la compète », avec ces systèmes-là, vous lui dites « attends, sur les 6 derniers mois, tu as fait X bornes de course à pied, X de natation, et ainsi de suite. Donc, le job a été fait. Tu ne te sens pas prêt, c'est un autre sujet. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur la dimension mentale. Mais en tout cas, au niveau de l'entraînement, on n'est plus sur du ressenti. Là, tu as quand même abattu tel type de travail. Donc ça, c'est quand même des éléments assez concrets pour orienter l'entraînement et aider les athlètes dans la compétition. Ça sert à rien d'avoir des centaines de milliers de données si on n'est pas capable de faire le tri et de rentrer dans le détail de ce qui nous est le plus utile. Patrick Mouratoglou. Voilà en gros comment on fonctionne. Et puis encore une fois, les deux choses qu'on cherche à savoir, c'est où est-ce qu'on performe, où est-ce qu'on performe moins, dans quel secteur, de rentrer dans le détail de chaque secteur pour avoir des éléments qui soient le plus tangibles et utiles possible. Et puis encore une fois, de traquer les adversaires parce que tout le monde a des points faibles. Encore faut-il les connaître avec précision. Et le tennis est un sport extrêmement complexe. Je vous donne un exemple. Un joueur a un bon coup droit, ça veut rien dire. Il peut avoir un bon coup droit en étant statique et un mauvais coup droit en étant en phase dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Il peut avoir un bon coup droit à une certaine vitesse de balle, mais un mauvais coup droit lorsque la balle lui vient plus vite. Il peut avoir un bon coup droit à hauteur de hanche, mais un mauvais coup droit à hauteur d'épaule. Enfin bon. Et évidemment, tout ce que je dis, on peut en faire des combinaisons. Donc en fait, c'est extrêmement important d'avoir une vision extrêmement claire des points forts et faibles de l'adversaire dans toutes les phases de jeu. Et donc, avec ça, ensuite, on peut imaginer des tactiques pour le battre. C'est un outil qui est fabuleux. Alors évidemment, l'œil est capable de voir ça, mais pas tout. Et puis, ça permet d'objectiver ce que l'œil a vu.
Quand l'équipe olympique et paralympique des États-Unis nous a sollicités, c'était notamment pour pouvoir obtenir un squelette en 3D tiré des vidéos d'entraînement de leurs sauteurs en longueur. From video of our long jumpers in training. Christina Chase. And help the coach be able to see the nuances of where the body is at. Pour que les coachs puissent voir en détail les mouvements du corps lors du saut. During the launch to the long jump. And the way it was being done was that video was coming into the lab. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient les vidéos au labo et que des étudiants marquaient à la main 22 points de contrôle par articulation. For every joint. So far as to go left toe, right thumb, left thumb. Orteil gauche, orteil droit, pouce gauche, pouce droit. Et vous vous en doutez, ça prenait des heures et des heures. Which would then be given back to the coach. Et ensuite, on renvoyait tout ça au coach. Does someone remember 3 days ago what my 4th long jump during practice was and where was my elbow? Or qui lui se retrouvait à demander « Alors, il y a 3 jours, à quoi ressemblait le 4e essai de mon sauteur et comment était placé son coude ?» The desire was, can we find a tool that allows for that to be extracted? Et donc, ils avaient envie qu'on développe un outil capable de sortir rapidement ces données, qu'elles soient visibles à l'œil et que le coach puisse très vite voir les différentes nuances, à la fois au décollage et durant le saut, qui pourraient permettre à ces athlètes d'atteindre leurs objectifs. Nuances of where the body was, both in launch and flight, to get to the distance that they were trying to achieve. And that's where computer vision and a lot of C'est là que la vision par ordinateur en intelligence artificielle entre en jeu. What is called pose or 3D skeletal data. Ce qui fait que l'extraction de ces modèles de squelettes 3D est de plus en plus répandue dans le sport. Encore une fois, il faut se poser la question de l'usage. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Il se trouve que les coachs savaient précisément où ils voulaient que les corps des athlètes se positionnent pendant le saut, mais qu'ils devaient attendre des jours pour le communiquer visuellement, ce qui ne sert à rien. Grâce à la vision par ordinateur, on a pu réduire ce temps de traitement à moins d'1 minute, ce qui rend le processus bien plus efficace et bien plus utile pour tout le monde. Il y a 2 phases très différentes, c'est-à-dire qu'il y a la phase qui vous amène du moment où vous avez fait la captation lors d'un entraînement, typiquement. Christophe Clanet. Et l'analyse que vous donnez à l'entraîneur et qui lui permet déjà d'échanger avec son sportif et qui, lui, va lui donner aussi un regard sur, disons, l'évolution de ces métriques. Et là-dessus, sur ce temps-là, ça, c'est moins de 24 heures. C'est-à-dire vous avez moins de 24 heures pour faire un retour aux athlètes sur les essais qu'ils vous ont accordés, disons. Puis ensuite, vous avez un temps plus long, le modèle et l'optimisation. Donc, lui, ça peut être quelques mois. Et en général, ils ne vous ont pas attendu. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'ils font, c'est assez près de l'optimum. Mais de temps en temps, il peut y avoir, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, des individualisations à faire. Si vous parlez à des entraîneurs ou à différents acteurs du monde du sport, ils vous diront tous que l'on peut mesurer toutes les capacités physiques d'un athlète de haut niveau. Peko Osoy. Mais ce que les entraîneurs disent aussi, c'est que ce n'est pas suffisant. Car ce qui compte aussi chez un athlète, c'est son mental. Est-ce qu'il est en mesure de comprendre toute la complexité du jeu? Et pour ces aspects-là, on n'a pas les mêmes critères de mesure que pour les capacités physiques. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que, à partir de toutes les données qu'on a sur les capacités physiques des athlètes, on peut tirer des conclusions sur leur capacité mentale, leur capacité à prendre des décisions? Dans le sport, chaque décision que prend un athlète débouche soit sur une action, soit sur une absence d'action. Et vous savez précisément lesquelles, puisque vous avez le score, vous suivez les passes, les tirs. Vous pouvez donc voir quelle décision l'athlète a pris et quels résultats ont eu ces différentes actions. Et donc, vous pouvez savoir qui prend les meilleures décisions sur le terrain. Et vous pouvez même mesurer le mental des uns et des autres, étant donné que vous avez toutes leurs stats, vous connaissez leur vitesse de course, leur habilité en défense, leur précision au tir. Vous pouvez vous dire, OK, quand il ou elle est confronté à une difficulté, quand ils ont perdu la balle, que l'équipe en face marque, quand ils sont menés, est-ce que ces statistiques changent?
Est-ce que l'athlète est plus ou moins performant face à l'adversité? Est-ce qu'il ou elle se laisse déborder par tel ou tel obstacle rencontré? Ou, pour citer le personnage principal de la série télé Ted Lasso, est-ce qu'il arrive à faire le poisson rouge, à oublier ce qui vient de se passer? Avec certaines statistiques en temps réel, on est capable de mesurer le potentiel de poisson rouge de quelqu'un. Évidemment, toutes ces infos et ces données ne seraient pas grand-chose sans la préparation physique, concrète. Préparer son corps pour une épreuve telle que les JO, c'est un défi et c'est le sujet du prochain épisode.